Messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver, fraîchement ravie de vous retrouver aujourd'hui, le lundi, oui, fraîchement, le lundi 9 décembre 2024. On est en direct, les températures ont sensiblement baissé, ça remonte le moral. N'est-ce pas, oui, Amel? tout à fait d'accord. D'accord avec moi. Bonjour d'ailleurs. Bonjour Amel. Ça va? Oui, très bien, merci. Bonjour Wided. Bonjour Mounia, bonjour Amel. Bonjour Ça Wided. va? Très bien. Très bien, merci. Il fait froid, il fait frais, la c'est un température plaisir. a baissé et ça remonte le moral. Franchement, c'est un plaisir. C'est un moment qu'on n'a pas eu ce début d'hiver où on a ressenti que c'était l'hiver qui venait et qui Exactement. s'installait, n'est-ce Ah pas? oui, oui, franchement, oui. Ah, bah, D'ailleurs, on respire, on est de bonne humeur. Exactement. Enfin, moi, je parle de moi, mais personnellement. hein. Pour moi aussi, c'est la même chose. Et pour toi, pareil. On est d'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, dans l'émission Les filles, nous allons parler de compétences douces et compétences folles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, c'est soft skills, les mad skills, il y a aussi les hard skills. Alors, au-delà des compétences techniques, qu'est-ce qui fait de vous un candidat unique? Nous parlons donc des clés de la réussite professionnelle dans le monde en constante évolution. Ce sera en deuxième partie avec nos invités. Donc, nous aurons sur le plateau Madame Nassima Berdadi, qui est enseignante à l'université d'Alger 2. Et nous aurons aussi Madame Issam Bousseli, qui est sociologue et coach. Donc, ce sera en deuxième partie pour le débat. Donc, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler pour laisser un message ou poser une question. On vous rappellera en tout cas pour être en direct avec nous tout à l'heure. Mais place maintenant aux rubriques du lundi matin avec vous, les filles. On commence avec vous. Mais avant cela, je voulais justement partager une information avec vous. C'est vrai qu'il fait frais. Bon, c'est vrai qu'il fait l'info, ce sera l'info du jour dans un moment. Donc, il fait frais. Moi, personnellement, vous avez l'habitude de me voir avec ma petite gourde, Oui, ou mon petit thermos avec soit une tisane, soit un café au lait bien chaud le matin pour me réchauffer. On le fait aussi pendant tout l'été. On a notre petite gourde. Les enfants aussi ont cette habitude d'avoir des gourdes avec eux. On remplit un peu les bouteilles pour qu'ils aient à boire. Et puis une gourde, c'est plus joli qu'une bouteille, et ce genre de choses. Oui. Mais est-ce que vous savez que justement votre gourde, votre allié santé, parce qu'on boit de l'eau avec, qu'on prépare des tisanes, peut aussi être votre pire ennemi? Eh Vous ben savez non. ou pas? Bah, cette information, vous venez de nous la donner, donc on ne le savait pas. Ah ben, on va savoir tout de Ah, suite on ne dans savait l'info pas. du jour. D'accord, on y va. Alors justement, une récente découverte a mis en lumière un danger insoupçonné lié à cette habitude qu'on a de remplir nos gourdes, soit avec de l'eau ou de la tisane ou autre Boisson chose, ou chaude, boisson chaude ou fraîche. Boisson détox. boisson détox, ou alors une soupe bien chaude, Ouais, pourquoi pas, c'est oui, toujours bon. exact. C'est par rapport à l'hygiène justement de cette gourde. À votre avis, combien de fois il faut laver la gourde et comment il faut laver par jour, par semaine? Comment laver ça, je ne sais pas, mais je pense qu'on la lave tous les jours, ça c'est clair. On est Mais bien comment d'accord, la bien laver, sûr. bien, on ne sait pas. Voilà, justement, parce qu'il y a une histoire, je vais vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'une Américaine qui est tombée malade successivement pendant des semaines, pendant des mois. Elle a eu une bronchite, une bronchite, pas une bronchiolite, c'est pour les enfants les bronchiolites, n'est-ce pas, Wided? C'est vrai. Elle a eu une sinusite, des problèmes respiratoires, des problèmes d'intoxication, mais elle ne comprenait pas à chaque fois d'aller voir aux urgences, donc on lui donnait des médicaments qui ne fonctionnaient pas forcément toujours, elle retombait malade à chaque fois, et un jour en voyant tout simplement une vidéo sur les réseaux sociaux, elle voyait une dame en train de laver sa gourde et elle expliquait qu'il y avait de la moisissure qui se logeait dans les joints. Donc elle a pris sa gourde et elle a découvert que finalement sa gourde était pleine de moisissures qu'elle n'avait pas vues parce que c'était caché entre les interstices des joints. C'est des microbes aussi. Hein. Exactement, c'est des microbes, c'est des Champignons. C'est des champignons, voilà la moissure, on voit en image. Ouais. Et justement, la moisissure est dangereuse pour la santé. On est bien d'accord, oui. Ça cause des infections graves à répétition aussi, Voilà. si on traite pas, enfin si on règle pas le problème. Et puis c'est volatile aussi, on peut le respirer, Tout ce à qui fait. conduit à des problèmes respiratoires. Donc il faut faire attention à ces gourdes, surtout que maintenant les enfants ont tous une petite gourde à l'effigie du dessin qui Oui. des animés qu'ils Ça aiment. maintenant, oui. Ou autre chose. Voilà. Et puis les adultes aussi, avec prendre son café au boulot, ce genre de choses. Donc, il faut justement bien nettoyer sa gourde. Et pour bien nettoyer sa gourde, il faut suivre quelques étapes. C'est clair qu'il faut la laver tous les jours. Mais il faut faire attention aux joints qui sont autour. Avoir des petites brossettes aussi. Quand vous Toute voyez fine. la gourde qu'il y a ici, Oui. il y a des joints. On voit tous ces joints. Là, Donc il ça faut se la démonte. démonter. Il faut démonter Voilà. complètement la gourde. Et on n'a pas ce réflexe de dire, bon, je vais démonter ce qu'il y a derrière et voir s'il y a des saletés derrière. Et Moi, tout j'aurais ça. pas ça à Voilà. l'esprit. Ouais. Et puis fermer la gourde
elle est déjà, quand on la lave, elle est encore mouillée, la fermer, Oui. c'est de la moisissure. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on sent un petit peu. L'odeur, oui. Voilà, il y a eu une odeur de moisi et tout ça. Donc, pour se débarrasser de tout cela, il faut la laver correctement. Tous les jours, quand il y a une paille avec les brossettes spéciales paille et tout ça. Et puis, une fois par semaine, dans du vinaigre blanc mélangé avec de l'eau chaude, laisser tremper surtout là où il y a les joints et tout ça, pour que ça se nettoie correctement et puis passer la brosse. Oui. Laver aussi avec du bicarbonate de soude, mais il faut faire attention au bicarbonate, n'est-ce pas? Oui. Il faut faire attention par rapport, justement, si on prend beaucoup de bicarbonate de soude, c'est très dangereux pour nos reins. Voilà, c'est pas. Ah, d'accord. Exactement. On loue un petit peu le bicarbonate, c'est super pour nettoyer dans de l'eau, pour nettoyer les gourdes et tout ça. Il faut faire attention quand même à De ça. préférence, le vinaigre, c'est le meilleur désinfectant. Exactement. Oui. Et puis, on peut consommer le vinaigre. On peut toujours acheter un vinaigre qu'on utilise pour la salade, qu'on peut utiliser aussi pour, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Voilà. Donc, bien nettoyer la gourde. Si elle passe au lave-vaisselle aussi, on peut la faire passer au lave-vaisselle à une condition qu'elle ne soit pas en plastique. Parce qu'en plastique aussi, on risque de se retrouver avec des débris de plastique qui vont se retrouver dans la boisson chaude ou autre chose. Donc, bien laver sa gourde, c'est faire attention à sa santé, à la santé de ses enfants. Ça. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir des intoxications, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez une gourde que vous ne lavez pas très bien, vérifiez les joints. Ouais, N'est-ce pas? c'est là où vient le souci alors. Exactement. Donc, il faut bien vérifier les joints, vérifier qu'elle est bien propre, la laisser sécher complètement, ouverte complètement, et puis le lendemain la remplir et la fermer. Et puis quand on rentre de la maison, l'ouvrir tout de suite après, parce qu'on a aussi cette fâcheuse tendance, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez eu déjà cette expérience d'oublier la gourde le week-end et de se rappeler de la gourde le premier jour de la semaine, et puis l'ouvrir et trouver voilà, tout un écosystème à l'intérieur qui ne donne pas envie. Et oui, Donc, j'imagine. Voilà, donc voilà, il faut faire attention à ce genre de choses. Et voilà, c'était juste pour sensibiliser, pour les mamans aussi, faire attention aux gourdes des enfants. Et il faut faire attention aussi aux gourdes et les petits termes des adultes aussi. Exact. Merci Mounia pour ce moment de sensibilisation. Je t'en prie, oui, avec plaisir. C'est vrai qu'on ne le savait pas. Hein. On ne savait pas. Oui, et, moi personnellement, franchement, je ne le savais pas. Il faut fallait démonter, bien nettoyer. Exactement. Moi, je le faisais superficiellement, donc à l'eau chaude et puis voilà. Donc, on va passer au rubrique. Avant cela, une petite explication, si vous êtes d'accord, par rapport aux températures bien basses qui sont en ce moment. On le ressent d'ailleurs. Par exemple, aujourd'hui, on a vraiment froid aux mains, froid au visage. Et vous direz pourquoi? On le sent sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y a neigé dans les sommets. D'accord. À une altitude plus basse que la semaine dernière. À 1200 mètres quand même. D'accord. Pas aussi basse que ça, mais c'est à 1200 mètres. Donc c'était aux hauteurs du centre et de l'est. Donc on a eu des quantités de neige assez importantes, entre 5 et 10 cm. C'est pas négligeable. C'est pour ça qu'on ressent ce froid en ce moment. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et on peut espérer avoir de la neige pour les vacances scolaires. Très bien, on va suivre l'événement. Exactement. Voilà, Inch'Allah. Et avec ce froid, justement, si froid, je ne sais pas si ça vous arrive, mais surtout pour les migraines, on a tendance à avoir mal à la tête. Faire de la fièvre pour les enfants, bon, la cause, c'est les virus, on sait bien, on l'a bien expliqué, le froid ne rend pas malade, mais c'est les virus, et c'est, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu as mal à la tête? Comme on l'a dit tout à l'heure, paracétamol, c'est le seul qui sauve. Voilà. Donc le paracétamol, c'est vraiment la solution qu'on trouve directement. J'ai mal à la tête, je prends un paracétamol. Bon, on essaye de réguler tout ça. C'est pas forcément bon pour la santé, le paracétamol. Exact. Et on va voir tout ça avec toi. Oui. D'accord. Alors c'est l'avis de l'expert. Et toute cette panoplie du mal de tête et de la fièvre qu'on tire justement au mois de décembre quand il commence à faire froid et quand on commence à tomber malade. Il faut aller avec modération. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, avec la baisse des températures, on a tous une petite pharmacie dans la maison. On a du paracétamol, des anti-inflammatoires. Et c'est là où on va se réfugier quand on a de la fièvre, quand on a des céphalées ou des maux de tête, quand on a des courbatures aussi, quand on a un rhume parfois. Donc, on va aller directement s'automédiquer
par du paracétamol et par des anti-inflammatoires sans savoir parfois les dangers de ces médicaments, parce que c'est des médicaments, exactement. Et puis sans savoir parfois aussi quel médicament prendre avec l'autre et à quelle dose aussi. Voilà. Donc vous prenez du paracétamol, je ne sais pas si... Ben justement, moi je prends du paracétamol. C'est pas un conseil non plus. Je prends du paracétamol, j'essaie d'attendre vraiment où la douleur devient vraiment insupportable. À ce moment-là, je me dis, bon, un paracétamol va m'aider à aller mieux et à essayer de dormir aussi, parce que quand on a mal à la tête, on a du mal à dormir Mais aussi. on peut aussi utiliser les huiles essentielles, elles sont efficaces aussi. Hein. Moi, Donc, j'en mets c'est plus sur les tempes. de grand-mère, voilà. Franchement, tout ce qui est naturel. Pour moi, ça marche bien. Moi, j'en mets juste sur les tempes et ça marche bien. Et à ce moment-là, il faudra aussi faire attention par rapport aux huiles essentielles. J'en abuse pas non plus. Alors, paracétamol, quand on a mal ou quand on a de la fièvre, oui, c'est pas faux d'en prendre. Juste, il faut faire attention par rapport à la dose. Donc, il ne faut pas dépasser les 3 grammes par 24 heures, c'est-à-dire 1 gramme chaque 8 heures. Faire attention quand on a une maladie du foie. Et aussi, si par exemple, c'est des enfants, donc il faut aller doucement avec du paracétamol. On donne du paracétamol, mais aussi on peut associer ce qu'on appelle les moyens physiques. Oui. Donc, c'est un médicament qui est utilisé en cas de fièvre, en cas de douleur, autorisé chez la femme enceinte, chez les enfants aussi. Et puis, le problème avec le paracétamol, c'est qu'il existe plusieurs noms commerciaux. Et plusieurs médicaments qui contiennent, par exemple, 2 médicaments en même temps dans le même comprimé, parfois, il y a du paracétamol dedans. Donc, ce que je veux aujourd'hui signaler ou je veux attirer l'attention par rapport à un sujet bien précis, il faut apprendre à lire le nom scientifique et non pas le nom commercial. Parce que le nom scientifique, on a plusieurs noms commerciaux, mais c'est le même nom scientifique, donc il est juste en bas, juste au-dessous. Sous la marque. Voilà, sous la marque. Et quand c'est des médicaments qui contiennent plusieurs composants, plusieurs médicaments, donc il faut lire la composition. Et si on trouve du paracétamol, c'est qu'il ne faut pas rajouter encore un autre paracétamol. Donc on peut se retrouver facilement en surdosage. Tout à fait, voilà. J'ai déjà vu des hépatites médicamenteuses dues au paracétamol, donc il faut faire très attention parce que justement le métabolisme ou le passage du paracétamol passe par le foie, donc il faut faire attention par rapport à ça. Et puis on a aussi les anti-inflammatoires. Oui. Voilà, les anti-inflammatoires, là, il faut vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme. Parce que pour nous, bon, le paracétamol pour nous déjà c'est un moment. Là tu as dit qu'il il fallait pas dépasser les 3 comprimés par 24 heures. 3 grammes. Donc, quand c'est un comprimé d'1 gramme, c'est 3 comprimés, pas plus. Voilà. Mais quand c'est 500 mg, on peut en prendre 2 à la fois. Voilà. La distinction entre les deux. Personnellement, je n'avais pas forcément cette information qu'il ne fallait pas dépasser. En général, ce que je fais en pharmacie, j'achète du 1 gramme. Oui. Je me dis, je prends du 1 gramme, comme ça, je prends un comprimé, je sais que ça va marcher au lieu de me mettre à 500 et ensuite 500. Donc, voilà. Déjà 3, on a 3 ou 6. Si c'est 500, donc on prend ça comme des bonbons, on se dit c'est du paracétamol, ça risque pas de nous faire de mal. Et les anti-inflammatoires aujourd'hui ont pris aussi la place du paracétamol. On se dit c'est comme du paracétamol, mais en plus costaud. Voilà. C'est ce qu'on se dit, ça ne peut pas nous faire du mal. C'est juste molécule miracle. Voilà, exactement. Voilà. Donc les anti-inflammatoires, ils ont plusieurs, on va dire, rôles dans notre. Si on prend de l'anti-inflammatoire, on aura une sensation de bien-être, donc on n'aura plus de courbatures, plus de fièvre. C'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc et aussi ils ont cet effet antipyrétique. Mais en fait, il ne faut pas les prendre tout le temps. Il y a des indications bien précises pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On peut les prendre en cas de douleur menstruelle, en cas aussi de problèmes, on va dire, rhumatismal, en cas d'arthrose par exemple aussi, et en cas de problèmes articulaires généralement. Et courbatures après le sport ? Courbatures après sport, oui, on peut toujours prendre des anti-inflammatoires, mais il faut faire attention à la durée et à la dose des anti-inflammatoires. Il ne faut pas dépasser les 5 jours d'anti-inflammatoires. Il faut les prendre au milieu du repas pour ne pas agresser notre estomac. Et il ne faut pas en abuser. Si on peut minimiser et limiter la consommation des anti-inflammatoires non stéroïdiens,
Là, il faut vraiment, c'est-à-dire ça serait l'idéal. Mais aussi, il faut savoir que ces médicaments, ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte à partir du 5e mois de la grossesse, parce que ça peut donner des effets graves sur le bébé. Et aussi, ces anti-inflammatoires, ils sont contre-indiqués si on a de la fièvre. D'accord. Voilà, donc la fièvre, c'est vrai qu'ils font baisser la température, mais en même temps, s'il y a une infection, ces anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils vont flamber l'infection. D'accord. Voilà. Et puis chez les enfants aussi à éviter. Tout à fait. Donc il y avait à un moment donné une mode d'anti-inflammatoire en cas de fièvre. On a reçu aux urgences des catastrophes. Parfois ça commence par une angine et puis on se retrouve avec un abcès au niveau de la gorge à cause des anti-inflammatoires. Il y a aussi tout le monde fait cette erreur. Quand on a une rage de dents, on court directement vers les anti-inflammatoires et quand il y a un abcès, on se retrouve par la suite avec une cellulite au niveau de la joue. Voilà, donc plusieurs fois, et d'ailleurs tout le temps, les dentistes, ils n'arrêtent pas de le dire et de sensibiliser par rapport à ça. Les anti-inflammatoires, en cas d'infection, sont très graves, peuvent flamber l'infection. On se retrouve parfois en état de choc à cause de l'infection et c'est très dangereux, donc il faut faire attention par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'on a des remèdes, on va dire, plus naturels? On a parlé des huiles essentielles. Oui. Donc, est-ce qu'on peut utiliser des huiles essentielles en cas de douleur? Oui, on peut toujours utiliser les huiles essentielles. Il existe plusieurs, comme Ravensara, par exemple pour le rhume. On peut utiliser l'eucalyptus. Il y a une huile spéciale. Oui, c'est celle-là. Voilà. Et aussi, on peut utiliser aussi l'eucalyptus dans des infusions à la maison, comme faisaient nos grands-mères avant. Vous pouvez même l'inhaler. L'inhaler, oui. Faire attention, mais l'inhaler... on va dire avec des quantités. Voilà. Il faut faire attention par rapport à ça, surtout par rapport aux enfants. Les huiles essentielles inférieures à l'âge de 12 ans peuvent être très nocifs, peuvent causer des allergies, surtout si on le met sur la peau. Directement. Voilà. Et aussi pour les enfants qui ont des problèmes respiratoires, allergiques, asthmatiques aussi, ça peut causer des crises d'asthme ou des crises d'allergie. Voilà. Et les femmes enceintes, bien sûr. On évite aussi tout ce qui est huile essentielle quand on est enceinte. Parce que c'est pareil, c'est le passage vers le bébé, donc il faut faire très attention pendant la grossesse. Il y a aussi les autres remèdes comme tout ce qui est vinaigre. Justement. Voilà. Alors, on en avait parlé tout à l'heure, et puis Nusret me l'a rappelé maintenant. Le foulard avec les rondelles de pommes de terre, ça marche ou pas? On l'a fait. Je pense que ça a un effet. Je ne sais pas si c'est un placebo, voilà. Et ils mettent aussi du café dans la pomme de terre. Ah, je sais pas. Si, je pense que. Pour les rondelles, je sais, mais pour le café. Si, même le café. Il y a la caféine qu'il y a dans le café, justement, qui va faire peut-être effet. Il y a surtout un remède de grand-mère qui est l'huile d'olive. L'huile d'olive a un effet anti-inflammatoire. Elle est très bonne pour la santé. On peut la mettre, par exemple, si on a une entorse, une migraine. Donc, ça a un effet anti-inflammatoire. Alors justement, il y a cette astuce l'astuce que je pense que c'est une astuce de grand-mère que tout le monde connaît, c'est faire un petit sac avec du sel à l'intérieur, à chauffer avec de l'huile d'olive, et puis le passer là où on a l'entorse ou quoi que ce soit pour justement enlever l'inflammation. C'est très efficace parce que l'huile d'olive a des effets anti-inflammatoires. Voilà. Très bien, donc ça marche. Ça marche, oui, ça marche et c'est pas mauvais pour notre santé, ni pour la peau aussi. Donc on peut toujours l'utiliser. Voilà. Et puis les chaussettes avec le vinaigre ou le mazar pour les enfants quand ils ont de la fièvre. Est-ce que oui, non, éviter? Est-ce que c'est pas irritant un peu le vinaigre justement? Oui, le vinaigre, déjà l'odeur peut causer une allergie ou une réaction allergique ou une crise d'asthme carrément. Et puis aussi ça peut être irritant par rapport à la peau. Les enfants, ils ont une peau fragile, donc il faut faire attention. Meilleur moyen pour baisser la température chez les enfants, ce sont du paracétamol, moyens physiques. Voilà. On rappelle un petit peu les moyens physiques brièvement. Voilà, donc les moyens physiques, on peut utiliser on va dire une petite bouteille qu'on va mettre dans le réfrigérateur. Voilà, on va la recouvrir d'un tissu pour que ça soit pas direct. D'un tissu, on peut la mettre dans plusieurs zones dans le corps du bébé, donc au niveau des aisselles, au niveau du ventre. C'est là où c'est le passage des grosses veines, comme on m'a dit. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, et on peut mettre un petit linge mouillé sur le front du bébé aussi. Attention aux bains. Éviter les bains à 1 degré ou 2 degrés de moins.
peut avoir un choc avec l'enfant si on fait ce genre de choses. Tout à fait. Oui. Et puis il y a une autre astuce qu'on m'avait donnée quand mes filles étaient toutes petites, c'était d'enlever la couche parce que la couche a tendance à réchauffer, comme c'est du coton et c'est du plastique et pas mal de choses. Donc elle a tendance à encore réchauffer parce que ça prend tout le bassin. Oui. Et puis être emmailloté comme ça dans une couche qui va encore chauffer, donc enlever la couche pour que ça soit plus, plus frais. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Très bien, ça marche. Les tisanes, justement. Oui. Alors, les tisanes, c'est recommandé, mais il faut faire très attention de ce qu'on est en train de consommer, parce que parfois, les herbes, on ne connaît pas les effets secondaires ou quelle est la dose qui est recommandée. Il y a des gens qui vont aller vers, je ne sais pas si on peut dire des herboristes. Oui, exactement, voilà. Les herboristes et demander un mélange spécial. Exactement, donc il faut faire très attention parce qu'on peut agresser nos reins. On a déjà vu des gens arriver en insuffisance rénale à cause des herbes. C'est toxique donc pour notre corps. On peut utiliser verveine, du thym par exemple, nana aussi. Donc c'est des herbes qu'on connaît les effets de ces herbes sur notre corps, donc on peut toujours les utiliser sans problème. Donc une tisane qu'on ne connaît pas vraiment, vaut mieux éviter, surtout quand on a déjà un traitement, il peut y avoir une interaction ou annuler complètement l'effet du traitement à ce moment-là. Exactement. Et faire très attention par rapport aux tisanes où on n'a pas les composants. Et ça se vend en ce moment, donc un mélange d'herbes et c'est dans une boîte, mais il n'y a pas la composition de cette tisane, donc il faut faire très attention. Très bien. Merci Widad. Merci à vous. Et tout de suite, nous allons rêver, nous allons nous évader et on va regarder le ciel. Voilà, on va voir les étoiles filantes. Les étoiles filantes, oui. Alors, c'est quoi cette histoire d'étoiles filantes? Alors, les étoiles filantes, c'est quoi? C'est un phénomène lumineux qui est dû à la rencontre d'un corps céleste qu'on appelle météoroïde dans l'atmosphère. Donc, vous allez me dire, l'étoile filante, c'est une étoile. Eh bien non, c'est pas une étoile. C'est un météore. C'est un météore qui va de la taille d'une poussière à un petit rocher qui se déplace à une dizaine de kilomètres au-dessus de notre tête. Et ce météore, ce météore, eh bien, il provient souvent d'une comète. Donc cette comète, eh bien, elle tourne en orbite, elle est en orbite tout autour du Soleil. Et quand cette comète fait face au Soleil qui est très chaud, eh bien cette comète, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perdre de la poussière et des cailloux dans l'espace. Donc on appelle ça une traînée de poussière. Et chaque année au mois d'août, eh bien notre planète, eh bien, elle va passer dans cette traînée dans cette traînée de poussière. Ce qui fait, en cette période, on a une centaine d'étoiles filantes. C'est connu pendant le mois d'août. Voilà. On a les yeux rivés vers le ciel parce que c'est là où on voit les plus belles des centaines d'étoiles filantes qui brillent dans le ciel. Et vous me direz, comment elle brille cette étoile? Eh bien, comme vous le savez, notre planète, eh bien, elle est entourée d'une couche épaisse de gaz qu'on appelle atmosphère. Donc, cette atmosphère, elle fait comme un bouclier qui protège notre planète et qui fait dériver tous ces cailloux qui viennent de l'espace. Mais quand ce météore arrive à toute vitesse vers notre planète, vers l'atmosphère plutôt, eh bien, quand elle va rentrer, eh bien, elle va être freinée par comment on appelle ça? Elle va être freinée par le fragment là de l'air qui va briser, qui va fragmenter cette comète en petits morceaux qui va s'embraser. Donc, on aura dans cette course ces comètes, pardon, c'est pas une comète, ce météore qui va être ainsi détruit par une chute libre donc de la Terre. On peut voir comme un point lumineux qui arrive à toute vitesse. Eh bien, c'est ça l'étoile filante. C'est ce qu'on appelle l'étoile filante. Donc, on a plusieurs types d'étoiles filantes pendant les saisons. On va citer par exemple les Perséides qu'on voit pendant le mois d'août, entre 12 et 13 août, donc on a 100 étoiles filantes par heure. On a les Géminides qui sont pendant le mois de décembre, exactement entre le 13 et 14 décembre. Donc on a 75 étoiles filantes par heure qui défilent dans le ciel. Et on a aussi les Quadrantides. Les Quadrantides, c'est entre le 3 et le 4 janvier. Donc on a 80 étoiles filantes par heure. Et aussi les Zeta Aquarides, c'est entre le 5 et le 6 mai.
Par contre, ici, ça va chuter. On a 50 étoiles filantes par heure. On a aussi, ça c'est les plus célèbres, hein. On a aussi les Léonides, entre 17 et 18 novembre. On a cette fois-ci 30 étoiles filantes par heure, donc ça diminue progressivement. Et on a aussi les Orionides entre le 21 et le 22 octobre. Ici, on aura 20 étoiles filantes par heure. Et enfin, on a les Lyrides qui se fait le 23 avril. Et là, cette fois-ci, les étoiles filantes, elles diminuent. C'est entre 17 et 18 étoiles filantes par heure. Donc la saison où on a le plus de chances de voir les étoiles filantes, c'est en été pendant le mois d'août. Voilà, c'est ce qu'on appelle les Perséides. Et puis les Géminides, mois de décembre. Mois de décembre, dans quelques jours. Dans pas longtemps. Voilà, exactement. Entre 13 et 14 décembre. Si le ciel est clair. Et s'il est dégagé, oui. Voilà. Généralement, on peut voir les étoiles filantes quand le ciel est dégagé. Et quand on n'a pas une source aussi de lumière. Pollution lumineuse. Voilà, pollution lumineuse. Comme ça, on peut très bien voir l'étoile filante quand elle va passer. Il faut que la visibilité soit très bonne. Et vous faites des vœux quand vous voyez des étoiles filantes? Ouais, moi personnellement, je le fais. Bon. C'est vrai que c'est un mythe, mais bon, moi je le fais. Et toi, on va pas se mentir. Oui, non, bon, j'y crois pas trop. Bien qu'on n'y croit, pas trop, mais bon. Pourquoi pas essayer? Quand j'étais petite. Voilà, quand on était petite. Voilà, oui, quand on était petite. J'étais dans mon monde de féerique. Féerique, exactement. On disait, faites un vœu, il y a une étoile filante qui arrive, oui. Parce que c'était tellement rare de voir des étoiles filantes que voilà, quand on en voyait une, c'était tellement magique et tellement. Voilà, c'était féerique. Mais généralement, c'était en été. Hein. Voilà, on le voyait généralement en été. Parce que le ciel est dégagé. Moi, je l'ai vu une fois dans ma vie. Une fois dans ma vie, j'ai vu une étoile filante. Moi, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Ah d'accord, moi c'est une fois. Ça va. Mais si le ciel est dégagé cet hiver, je pense que beaucoup vont lever les yeux au ciel. On verra bien. Et voir les étoiles filantes. Ouais. Merci les filles. C'est moi. C'était un plaisir en tout cas de partager cette première partie avec vous. Merci Mounia, c'est gentil. On va passer à la deuxième partie. Ce n'est qu'à nous revoir. On se retrouve mercredi. Inch'Allah. Inch'Allah. Deuxième partie.
De retour sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie et place au débat. Alors le thème du jour est le suivant, compétences douces et compétences folles. On en parle tout de suite avec nos invités, avec vous. Donc vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Vous posez vos questions, témoignez, on est là justement pour ça. Alors dans un monde où l'intelligence artificielle est en train de révolutionner nos métiers, où les compétences techniques se démodent aussi vite qu'elles apparaissent, qu'est-ce qui fait réellement la différence entre un candidat et un autre? Les diplômes, les certifications, les expériences sont-ils encore suffisants pour décrocher le job? Alors les soft skills, les hard skills, les mad skills, au-delà des compétences techniques, qu'est-ce qui fait de vous un candidat unique? On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Madame Nassima Berdadi. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante à l'Université Alger 2, faculté de langue étrangère, département de langue française, et vous faites aussi partie de l'incubateur des affaires de l'Université d'Alger 2. Tout à fait. Merci encore une fois. Merci avec nous, Ibtissam. Bonjour Ibtissam Bousseri, sociologue, coach, habitué de l'émission Ma Famille, Ma Vie. Ravie comme d'habitude. Comme d'habitude aussi, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Donc on parle aujourd'hui hard skills, soft skills, mad skills. Donc les diplômes sont-ils encore les meilleurs indicateurs des compétences dans un monde où l'agilité et l'adaptation sont primordiales? Évidemment, le diplôme est important, mais de nos jours, ça ne suffit plus. Tout simplement parce que le monde a changé et l'entreprise a changé. Les attentes des entreprises ont changé. Les entreprises, c'est vrai qu'avant, on se basait pour le recrutement sur les compétences techniques. Voilà, techniques tout simplement. Mais on a vu que ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent à compétences égales ou à des compétences supérieures. Par exemple, j'ai une personne qui a des compétences techniques, la langue, la comptabilité, etc. Mais je ne vais pas le recruter, je vais recruter une autre personne qui n'a pas les mêmes compétences, mais qui va apprendre, mais qui va mieux s'intégrer avec l'équipe. Parce que moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin d'une personne qui s'intègre, d'une personne qui communique. Et ça va vraiment faire marcher l'entreprise. Donc, c'est pour ça que les choses ont changé, ça ne suffit plus. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis brièvement, il y a des candidats au recrutement qui sont perdus. Mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils sont perdus parce qu'ils manquent de ces soft skills, justement. D'accord. Donc, vous voulez réagir? Tout à fait. Oui et non. Les diplômes classiques ou académiques, on en a toujours besoin, bien sûr, pour occuper le poste, parce que dans la fonction publique, il y a des conditions pour qu'on occupe un poste déterminé. Mais en parallèle, à l'instar du diplôme, qui traduit en fait la formation du candidat, la formation, disons, en hard skills, en compétences techniques, il y a d'autres compétences à côté qui ont prouvé leur importance et qui sont les soft skills ou les compétences douces ou molles ou sociales, hein, et même les mad skills aussi. Oui. Donc on accorde beaucoup d'importance à ces compétences. Voilà. Les compétences valorisées il y a 20 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ne sont plus les mêmes. Je dirais que les compétences techniques, elles sont toujours là et elles y seront. Sauf que à côté, voilà, cela ne suffit plus. On cherche quelque chose qui soit, c'est-à-dire, on cherche la plus-value, quelque chose qui soit différent, le plus. Vous savez, dans un champ, comme vient de le dire Ibtissam, dans un monde, c'est-à-dire où il y a l'évolution aussi, oui, l'évolution ou la compétitivité bat son plein. Hein. On cherche les meilleurs candidats, ceux qui sont atypiques, ceux qui présentent un profil différent. Voilà. Alors, pensez-vous que les écoles et les universités préparent suffisamment les jeunes à affronter les défis du marché du travail actuel en termes de compétences? Je dirais que oui, j'y suis. Je pense que les choses bougent, commencent à bouger, Dieu merci. Donc, vous savez qu'on a introduit depuis 2021 l'incubateur des affaires et le CDE, le Centre de développement de l'entrepreneuriat. Donc, c'est au sein de ces centres de formation où on forme les candidats, les porteurs projets c'est-à-dire à communiquer avec le monde extérieur. Et dans ce cas-là, on les équipe de ces
compétences transversales qui sont d'ordre social, les soft skills, et on exploite, on les pousse à exploiter aussi leurs compétences personnelles, les math skills. Voilà. Et il y a aussi, juste pour rebondir, ce qu'on appelle les ateliers de préparation à la vie professionnelle. Donc ce n'est pas que les ateliers de CV, donc au début on les appelait ateliers de CV, rédiger la lettre de motivation et tout. Maintenant on dit plus atelier de préparation à la vie professionnelle, c'est-à-dire c'est une préparation globale. Le CV, bien entendu, l'entretien d'embauche, mais qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce que l'attente des entreprises, comment argumenter, communiquer, donc c'est vraiment préparer le candidat. Alors, quelles sont les compétences les plus recherchées par les entreprises aujourd'hui? Moi, je dirais il y a des compétences globales. Quand on parle des soft skills, moi, je dirais communication. Spontanément, je vais dire communication. Bien sûr, il y a la gestion du stress, la résilience, c'est-à-dire la résolution de problèmes. Ce sont généralement bien sûr, l'esprit d'équipe. Le vrai, pas celui qu'on écrit sur le CV, après on ne sait même pas c'est quoi l'esprit d'équipe, mais le vrai esprit travaillé, connaître les personnes, leurs attentes, leurs profils et pouvoir coordonner. Maintenant, globalement, ce sont les compétences recherchées par les entreprises. Maintenant, après c'est des degrés, c'est-à-dire que chaque poste, on va rechercher davantage certaines compétences. Par exemple, moi je vous dis, les postes, par exemple le commercial, les postes d'assistante, ceux qui sont dans l'accueil, oui, on a besoin de la communication, mais à un degré un peu plus important, un peu plus avancé. Donc ce sont des degrés. Justement, comment peut-on les acquérir et les mettre en valeur lors d'un entretien d'embauche? Comment on peut mettre justement ces soft skills et ces math skills, on va parler plus des soft skills, comment on peut mettre ça en valeur devant donc, très bien. Donc tout d'abord, les acquérir, ce sont les formations. Donc ça dépend, on peut se former à l'extérieur de l'université ou bien pas forcément, il y a la formation professionnelle, il y a participer à des ateliers, il y a maintenant, même si on ne participe pas, il y a le YouTube. Donc on va sur les réseaux sociaux, on va quand même, on trouve l'information. Et puis comment se distinguer? Nous, on conseille toujours aux candidats de donner des exemples. Préparez-vous, tout simplement, pour être concret, donnez des exemples. Moi, si j'ai un problème, comment je vais faire pour le résoudre? Moi, si je suis au sein de l'équipe, comment je vais faire pour m'intégrer? Donc, toujours, quand on donne des exemples, on va amener le recruteur à passer de l'abstrait au concret. De toute façon, lui, le recruteur, il va nous mettre dans une mise en situation. Et puis, ce que négligent beaucoup de candidats, on va parler après des porteurs de projets, il n'y a pas que les candidats à l'entretien d'embauche, c'est qu'ils négligent, c'est de mettre leur hobby. Pour eux, ils vont mettre des lobbies lecture, comme ça, mais juste, parce que ça fait beau sur le CV. Sur le CV, ça mais, fait... mais ils ne savent pas que le fait d'avoir... moi, quand je leur pose la question, tu fais du sport? Oui. Quel sport? Je fais de la natation. Pourquoi tu ne l'as pas mis sur ton CV? Pourquoi tu as juste mis le sport? Il ne suffit pas de le mettre, il faut expliquer. Exactement. Il faut expliquer. Moi, par exemple, je fais la natation, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris à gérer mon stress, ça m'a appris à gérer une équipe, parce que vraiment, le sport, par exemple, c'est important. Puis comment se distinguer? Moi, en amont, on dit par exemple aux jeunes, intégrer une association. Intégrer un club à l'université, vous n'imaginez pas à quel point vous allez apprendre et vous n'imaginez pas à quel point ça va servir votre carrière professionnelle ou votre projet entrepreneurial. Est-ce qu'on peut vous voulez réagir et après donner les définitions exactes des soft skills pour les téléspectateurs? Donc je disais oui, tout à fait, je suis d'accord avec Petit Sam. Vous savez que maintenant la rubrique des activités extra, c'est-à-dire dans le curriculum vitae d'un candidat lambda. Donc, il faudrait mettre en fait ces pratiques. Le candidat doit mettre, c'est-à-dire ses passe-temps. Et pourquoi? Parce que ce sont des indicateurs qui donnent l'information au recruteur. Quand il pratique par exemple un sport collectif, là le recruteur saura que c'est un candidat qui est prêt à travailler en collaboration, en équipe. Si par exemple c'est un sport de combat, de lutte, etc., cela prouve que le candidat a de l'endurance, donc il peut compter sur lui dans des situations difficiles ou quand il y a un problème. Donc vous voyez, oui bien sûr il faut mettre en valeur ses talents, ses dons, ses pratiques. Il faut tout mettre en valeur sur un CV. Voilà, et juste pour rebondir une deuxième fois. Nous, en fait, vous savez que surtout les jeunes,
c'est pas si évident que ça pour eux de valoriser leurs dons. Ça, on a découvert, et leurs compétences. Moi, qu'est-ce que je leur dis? Prenez une feuille, un stylo et commencez à écrire ce que vous savez faire. Et puis, vous savez qu'il y a certaines, jeunes et moins jeunes, qui ont du mal parce que en fait, c'est un travail de réflexion finalement. Donc, ils commencent à écrire et il y en a qui me disent mais moi, je ne sais rien faire. Ah bon, comment ça, tu ne sais rien faire? Très bien. Laisse tomber le monde professionnel. Qu'est-ce que tu sais faire? En dehors du travail. En dehors du travail. Ça ne pas se valoriser. Voilà. Alors, et ça, c'est un exercice pratique qu'il faut faire et refaire. Vraiment, je le conseille puisqu'on est à la télé. Et il y a une dame, par exemple, qui me dit, je ne sais rien faire. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais à la maison? Elle me dit, déjà à la maison, je gère tout le monde. Je gère mes enfants. Couteau suisse à la maison. Je gère tout de suite. Le programme de la semaine, les devoirs des enfants. De la semaine, voilà. Donc, j'ai dit, donc vous savez gérer votre temps, vous savez gérer vos émotions, vous avez même des compétences en leadership. Donc, toutes ces compétences, vous allez les transférer au monde professionnel. Très bien fait. Est-ce qu'on peut revenir sur la définition? Oui. Compétences douces, soft skills. Les compétences douces, appelées aussi compétences molles, douces et soft skills. Donc, il y a plusieurs vocables qui désignent ce genre de compétences. Et en fait, ce sont c'est-à-dire des compétences qui nous permettent d'être en interaction avec l'autre, d'entrer en interaction avec l'autre et qui nous facilitent le travail, qui nous facilitent énormément le travail. Donc, c'est des ressources personnelles que l'individu acquiert de son entourage, de son environnement et qui développe à son niveau en fonction des situations. Donc, il y a la communication, la confiance en soi, il y a la collaboration, la coopération aussi, il y a la gestion du temps, la gestion du stress, il y a l'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial, il y a l'adaptabilité, la flexibilité, il y en a plein. Comment on met ça sur un CV? Très bien, c'est une excellente question. Peut-être sur une lettre de motivation, beaucoup plus. Exactement, parce que la lettre de motivation permet un peu de détailler ses compétences. Le CV n'est pas fait pour être trop détaillé. La lettre de motivation permet de détailler les compétences, de donner des exemples, etc. Et pour revenir au CV, ça dépend du poste et des attentes de l'entreprise. Moi, si par exemple je postule pour un poste de commercial, ce n'est pas comme postuler pour un poste de comptable. Le commercial, je vais mettre en avant l'agilité, la communication, le contact, la chat, On va traduire ça en mode CV. Voilà. Donc au lieu de dire chat, on va dire facilité à communiquer, contact facile. On va peut-être citer le réseautage par exemple, parce qu'il y a des métiers où le réseautage est important. Exactement. Donc, et les hard skills, c'est pour le téléspectateur, pour vulgariser au maximum. Donc c'est les compétences techniques. Et c'est les diplômes? Les hard skills. Les hard skills, oui, c'est les compétences techniques, académiques, formelles, appelées aussi compétences formelles. Ce sont les compétences qu'on acquiert à l'école, à l'université. Exactement. Voilà. Je vais vous donner juste un exemple qui me vient à l'esprit. Alors, il y a beaucoup de managers d'heures et de cadres. Qu'est-ce qu'ils me disent? Je vais vous donner l'exemple d'un comptable. Moi, je suis comptable, je travaille au sein d'une entreprise. Mais à un moment donné, je n'arrive pas à gravir les échelons. Pourquoi? Parce que pendant les réunions, je ne mets pas en valeur mon travail. J'hésite à présenter sur PowerPoint mes objectifs, ce que j'ai fait, etc. Donc, à un moment donné, je n'arrive pas à évoluer. C'est pour ça que de plus en plus de cadres, de managers, d'employés vont prendre des cours comme ça. Ils vont étudier, vont aller vers les soft skills. Pour remédier un peu à leur incompétence du côté soft skills. Exactement. Et ça nécessite... Je parle trop aujourd'hui. Non, mais le sujet, c'est le sujet. En fait, ça nécessite une prise de conscience. Parce que c'est une prise de conscience. Parce qu'on va intégrer le monde du travail. Et là, on travaille, on est bien, on est compétent. Mais à un moment donné, il y a des personnes qui prennent conscience tout de suite. Et il y a des personnes qui, ça demande du temps pour qu'ils prennent conscience que... mais la communication, c'est important. C'est pas, c'est pas des sciences humaines. Moi, je suis par exemple médecin. J'ai besoin des sciences humaines pour être plus proche des patients, pour être dans les congrès, etc. Et comment on peut avoir justement ce déclic-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut lire, il faut se renseigner, il faut se remettre en question. Justement, on n'attend pas de vieillir. Oui, mais le contexte éducatif aussi. Le contexte éducatif, il faudrait aussi
pas les enseigner parce que les compétences, on ne les enseigne pas, mais on les développe, on les implante chez les apprenants, puis petit à petit, on les développe chez eux. Donc, il faudrait que le contexte éducatif ou l'éducation prenne conscience de l'importance de ces compétences qui sont à côté des compétences techniques et les développe chez les apprenants. Donc, mais les compétences aussi techniques sont, on va dire, aujourd'hui, avec l'évolution, sont obsolètes rapidement. Donc, comment faire justement pour mettre à jour ces compétences techniques en étant déjà employé? Oui, parce que parmi les soft... Ah, pardon. Merci. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait constamment une mise à jour. Voilà. On parle d'apprenance dans un cadre formel, c'est-à-dire à l'école, à l'université, mais on parle d'apprenance quand il s'agit du monde, quand on passe, c'est-à-dire dans le contexte socio-économique ou professionnel. Donc on parle d'apprenance et en fait, il y a ce qu'on appelle la formation initiale qu'on reçoit dans le cadre institutionnel formel et il y a la formation continue aussi qui nous suit même en étant employé, même en travaillant. Donc par la comment dirais-je, pas la mise à jour, par ce qu'on appelle toujours être à jour. Je l'ai au bout de la langue. C'est-à-dire, il faudrait toujours rafraîchir ses connaissances. Ça va revenir au fil de la conversation. Et parmi les soft skills demandés par les entreprises, c'est la curiosité. C'est la curiosité intellectuelle, la curiosité scientifique. On voit une personne au sein de l'entreprise qui est curieuse, qui est toujours motivée. Quand il y a des formations, elle est là, elle participe et tout. C'est parmi les compétences 12 qui vont faire qu'on va améliorer nos compétences techniques. Très bien. Voilà. Et les math skills, qu'est-ce qu'un math skills ou une math skills, donc je ne sais pas si féminin ou masculin, et quels sont les avantages à mettre en avant des compétences plus originales et plus atypiques? Alors les math skills, je vais vous citer un exemple. Tout à l'heure, on parlait on a eu la chance de rencontrer dans les coulisses la championne de kickboxing. Et justement, on a commencé à parler du sujet des math skills parce que finalement le sport, fait partie des math skills. Ce sont des compétences atypiques. Voilà, ce sont des talents personnels, très personnels. C'est ce qu'on fait quand on a du temps libre. Je ne dis pas à nos heures perdues, parce que ce ne sont pas des heures perdues, ce sont des heures, c'est-à-dire un temps où on profite pleinement de ce qu'on aime faire. Donc vous voyez, ça pourrait être une pratique sportive, ça pourrait être une activité artistique, ça pourrait être aussi, par exemple, moi je m'intéresse à la cuisine, j'aime cuisiner, donc je développe mes compétences dans la cuisine, ça pourrait être le jardinage, le volontariat, le bénévolat. Donc vous voyez, il y a plein d'activités qui sont intéressantes, qui sont très importantes pour l'entrepreneuriat. Voilà, on parlait du terme entrepreneuriat. Oui, Docteur Bardali m'a donné le bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est porteur de projet, c'est quelqu'un qui veut faire un projet, une entreprise, un business, des gâteaux, une start-up, quel que soit le projet, il faut être un peu fou. Quand on est, oui, il faut être... C'est cette originalité qui va nous aider Pourquoi? Parce que c'est cette originalité qui va distinguer ton projet des autres projets. Voilà, et qui va faire que, même s'il y a la concurrence, mais toi, comme tu es fou dans ta tête, voilà... Il y a de la confiance en soi aussi. Il y a une autre compétence. Dans le bon sens, c'est-à-dire c'est les math skills, et on est la confiance en soi. C'est pour ça que vous voyez des entreprises qui testent, par exemple, des produits originaux, une nouvelle gamme de chocolat. Qui ramène des nouveaux concepts. Voilà, des nouveaux concepts. Parce que c'est les math skills qui sont derrière. Donc d'ailleurs, on fait généralement des brainstorming, c'est-à-dire qu'on va réunir le staff, on va leur dire, dites ce que vous voulez dire. N'ayez pas peur du jugement. Et c'est là que vraiment les meilleures idées vont jaillir. Oui, exactement. Le terme, pour revenir au terme qu'on avait au bout de la langue tout à l'heure, c'est recyclage. Voilà, c'est exactement ça. Il faut se recycler même pendant un diplôme. Voilà, les diplômes sont rapidement obsolètes avec la technologie aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui fait un petit peu, qui force un peu, elle se pose là et il faut travailler avec. Il faut pas être non plus réfractaire à toute innovation. Je suis bien d'accord. Tout à fait. Il faut utiliser cette technologie à bon escient. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle est là, non pas pour se substituer à l'être humain ou à l'individu, mais pour l'aider, pour gérer mieux son travail, pour gérer mieux son temps. Donc c'est un outil.
comme d'autres. Il faudrait juste savoir l'utiliser. Ça, c'est l'adaptabilité, c'est la capacité à s'adapter. Tout à fait. Voilà. Ça fait partie des soft skills. Voilà. Parce que toute innovation, au début, a été un petit peu... Il y a la résistance, il y a ce qu'on appelle la résistance. Exactement. Il y a toujours la résistance. Et qui finit par s'installer finalement. Qui finit par s'installer. Il faudrait aussi, je pense, que laisser le temps un petit peu à ces outils pour les manipuler, pour les comprendre. Je pense qu'on est juste effrayé. D'accord. Voilà. C'est cette peur-là qui va, avec le temps, va être évincée avec la pratique et on finira par s'y habituer. Alors, comment encourager la créativité et le développement de math skills au sein de l'entreprise? Des math skills, oui. Alors, bien sûr, je parlais tout à l'heure des sessions de brainstorming. C'est très bien. Le brainstorming, ce que j'avais dit, c'est en fait maintenant, c'est de plus en plus pratiqué par les entreprises. Moi, je parle de l'Algérie, bien sûr, pas qu'à l'international. Donc, on va réunir le staff. On va encourager les personnes à dire ce qu'ils ont en tête. Et là, ça encourage la créativité. Oui. Parce que pourquoi? La créativité égale pas de barrière. Voilà, si au sein de l'entreprise, on instaure cette culture de mettre les gens à l'aise, de leur dire « dites ce que vous voulez, bravo, oui, c'est une bonne idée, je vais la prendre en considération », et bien vous allez voir que vraiment ça va, voilà. Et on peut toujours faire des activités en pleine entreprise pour encourager un petit peu les math skills. Exactement, oui, il y a les team building par exemple, il y a les team building. Les team building, c'est une activité qui peut être au sein de l'entreprise, mais généralement c'est en dehors de l'entreprise. Et le personnel se retrouve dans un contexte qui est autre et ça encourage la créativité et tout ça. Oui, tout à fait. Pour revenir aux math skills, vous savez, ce sont des talents, ce sont des dons. Parfois, on les hérite de notre entourage, de notre famille. Soit on les développe à notre niveau, mais en étant en contact avec d'autres personnes, c'est-à-dire on les acquiert et on les développe. Dans le milieu de l'entreprise, les développer, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait investir, c'est-à-dire l'entreprise pourrait investir, tirer profit des math skills ou des compétences atypiques de ses employés et les mettre en contact ou en lien direct avec le projet de l'entreprise. Pas en contact, mais en lien avec le projet de l'entreprise. Pour voir si c'est possible de tirer profit de la compétence ou des compétences de ses employés et pourquoi pas ne pas, par exemple, payer d'autres personnes, ramener d'autres personnes, puisque le candidat, en étant dans l'entreprise, par exemple, sait faire telle activité. Donc, pourquoi ramener une autre personne pour faire le travail? D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle maintenant l'innovation au sein des entreprises et ce qu'on appelle aussi le concept de l'open innovation. Donc, il y a l'innovation, c'est encourager le personnel à être innovant au sein de l'entreprise, c'est-à-dire de ramener des idées. Et ça, c'est les math skills, des idées nouvelles, des idées nouvelles qui existaient ailleurs, mais qui n'existent pas ici, par exemple au sein de l'entreprise ou en Algérie. Et il y a même l'open innovation qui est pratiquée par certaines entreprises, c'est-à-dire qu'on va demander une aide extérieure, mais pas forcément dans le cadre de l'employabilité, c'est-à-dire une personne qui a une start-up ou une micro-entreprise peut donner aussi des idées innovantes, peut proposer des idées innovantes des entreprises. Et ça, cette open innovation et cette innovation commence à venir en Algérie et c'est une bonne chose pour la créativité. Et voilà. Alors les math skills, on a vu, c'est important. Vous le dites et c'est important, mais est-ce qu'il y a un risque à trop miser sur les math skills? Oui, non? Moi, je dirais qu'il faudrait, il faudrait donner l'importance à ces compétences atypiques. C'est important de les valoriser, mais il faudrait, c'est-à-dire pour la pratique, parce que ce sont des pratiques, des activités, il faudrait que ça soit toujours dans le cadre de la culture du groupe, de la communauté ou de la société. Comment trouver le bon équilibre, justement, entre ces trois compétences? Les compétences dures ou les hard skills techniques, les compétences molles, soft douces. Et les compétences folles. Il faut travailler les trois. Parce qu'elles sont là. Dans le contexte éducatif formel, on a les compétences techniques. On cherche à développer des compétences techniques, des compétences académiques chez l'apprenant. Et puis en parallèle, il faudrait aussi leur apprendre comment communiquer, comment travailler en équipe.
Donc, toujours à l'école, dans le milieu institutionnel et formel. Et puis, pour ce qui est compétences atypiques ou compétences folles, il y a le sport. Vous savez, dans les établissements, il y a l'activité sportive. Il faudrait juste ouvrir, je pense, on l'a dit de toute façon, tout à l'heure, moi et Ibtissam, il faudrait juste que les établissements, en fait, consacrent plus de temps, donnent de l'importance au développement de ces compétences. Peut-être que s'il y a une catégorie de compétences qui n'a pas sa place dans le contexte éducatif et universitaire, c'est bien les compétences atypiques ou ces med skills. Alors pour le sport, c'est vrai que le programme a changé depuis déjà, je pense que c'est la deuxième année où le sport commence dès la première année primaire. Alors, l'information que j'ai, c'est que par exemple, Sanaoula, voilà, au primaire, Sanaoula, ils ont déjà 1 heure, 2 heures par semaine, voilà, 2 heures par semaine, 1 heure par jour, 2 jours par semaine, pour jouer. C'est surtout pour jouer, hein. D'après ce que j'ai vu, c'est surtout pour jouer en groupe. Il y a des jeux qui se font en groupe, de se passer la balle, de courir après quelque chose, pour rassembler toute une équipe, parce que c'est vrai que Sanaoula, on n'a pas... Les enfants sont nouveaux, ils n'ont pas la tâche facile, voilà. Et puis c'est le moment où on peut se regrouper, on peut faire une équipe, où on apprend l'esprit d'équipe aussi. Ils se retrouvent dans un groupe avec leur père, c'est la découverte de l'école, hein. Donc il faudrait être souple. Je pense que l'approche ludique est la meilleure approche à appliquer à cet âge-là. À ce niveau-là, oui, pour leur apprendre aussi le sens à collaborer, à travailler en équipe. Oui, je pense que... Et sensibiliser les parents aussi à ce qu'ils fassent ça aussi avec les enfants, qu'ils les inscrivent peut-être dans des associations ou pour faire du sport, même pas forcément qu'à l'école, mais en extérieur. Il y a des associations, il y a les centres culturels. Il y a les centres culturels qui proposent par exemple tout ce qui est art, donc tout ce qui est dessin par exemple. Il y a l'Andalou, voilà. Et par exemple, les centres culturels, généralement, vous payez 200 dinars l'année. Je pense que c'est quand même assez abordable pour les parents. Exactement. Donc, il faut inscrire les enfants dans les centres culturels parce que je trouve que vraiment, en Algérie, et voilà, j'espère que ça va encore évoluer davantage, les centres culturels sont de plus en plus professionnels et proposent quand même une gamme d'activités. Voilà, et c'est fait d'une manière assez professionnelle. Donc, pour acquérir des compétences et non pas pour aller passer du temps juste comme ça. C'est pour acquérir, parce qu'on a le dessin, on a ce qu'on appelle Ashra Yedaoui, il y a les travaux manuels, pratiques, les travaux manuels, voilà. Il y a voilà, il y a le jeu d'échecs, il y a pas mal de jeux d'échecs, voilà. Il y a pas mal de choses. Moi, j'ai été surprise, voilà, de ce que proposent ces centres culturels et j'espère vraiment que ça va aller de mieux en mieux. Et puis, il y a aussi la formation professionnelle. Qui est aussi importante et il faut pas non plus hésiter à s'inscrire et aller justement, même si on a déjà nos compétences techniques, il ne faut pas hésiter à se recycler. Voilà, c'était le mot. De plus en plus de cadres, d'universitaires s'inscrivent dans la formation professionnelle. Et parfois, les entreprises, en fait, organisent des sessions de formation pour leurs employés pour le recyclage. C'est-à-dire, parfois, le candidat lui-même, quand il prend conscience de ses lacunes, de ses insuffisances, voilà, il va s'inscrire dans un centre de formation pour compléter sa... On arrive déjà à la fin de l'émission, ça passe déjà. On avait encore tellement de choses à dire. Justement, un dernier mot, Madame Bardadi, un dernier mot pour dire au revoir et un dernier conseil que vous pouvez peut-être donner aujourd'hui. Conseil, moi je dis, ayez confiance en vous, à tout le monde, surtout à notre jeunesse. Donnez de l'importance à vos idées, ne vous sous-estimez pas. Une idée qui vous paraîtra peut-être anodine pourrait vous ramener, vous apporter de l'or. Vous pouvez même en faire votre business. Voilà. Donc, et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était un plaisir. Madame Nassima Bardadi, vous êtes enseignante à l'université Alger de faculté de langue étrangère, département de langue française, et vous faites aussi partie de l'incubateur des affaires d'Alger 2 aussi, université Alger 2. Et Ibtissam Moussaï, un dernier mot, c'est la prise de conscience. Il faut vraiment, vraiment être conscient, quel que
soit notre profil, notre métier, que les soft skills, c'est très très important, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Oui. Merci encore une fois, merci à vous. Merci Mounia. Et merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne. Demain, vous retrouverez Myriam Oussaïd. En principe, le thème, ce sera la fatigue. Thème très intéressant. Et je vous retrouverai moi.